Donc oui, le PS et la France Insoumise sont dans une guerre ouverte, c'est ultra vénère les amis. Alors en vérité, cette rivalité, on pourrait presque l'appeler comme ça, entre le PS et les filles, elle sort pas de nulle part, elle date pas d'hier, mais là c'est vraiment la guerre ouverte sur fond de discussion budgétaire à l'Assemblée nationale. Et surtout moi ce que je trouve intéressant c'est que le PS là ne fait que chier sur la France Insoumise en continu. Alors qu'avant c'était pas trop leur tactique. Justement ils étaient un peu en mode on est au-dessus de ça, puis nous on est aussi pour l'union, regardez les filles ils font que nous insulter, nous on est cool. Et là, bah non, ils font que insulter LFI en réalité. Donc là, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule. Le PS, ils assument pleinement être en fait anti-LFI à 100%. Et donc du coup, cette espèce d'union un peu qu'on aurait pu, type NFP, qu'on aurait pu dire c'est peut-être pas tout à fait fini pour des législatives. Bon bah avec le PS en tout cas, ça a l'air d'être fini. Parce que là, du coup, ils se comportent en mode plus jamais LFI quoi. Voilà, donc LFI qui est en mode plus jamais PS, il n'y a rien de nouveau, mais là c'est le PS qui commence à être en mode plus jamais LFI, et moi je trouve que c'est assez nouveau. Il y a eu des passes d'armes, il y a eu des prises de position de la part du PS, d'habitude ils ne le faisaient pas de cette manière-là, à ce point-là, dans le cadre de discussions budgétaires, quoi. Voilà, ils paniquent, c'est bon signe? Non, pour moi c'est pas de la panique, hein. Pour moi c'est une nouvelle stratégie, et en vérité c'est que probablement ils assument de plus en plus le fait d'aller dans un bloc politique qui ne sera pas le même que la France Insoumise. C'est ça que ça veut dire, moi. Voilà. Pour moi, c'est aussi ça que ça signifie. Donc, on va en parler. On va lire 7 articles du Monde entre LFI et PS, échanges hostiles et règlements de compte pendant les débats sur le budget. Alors, c'est l'article d'Olivier Perrou, mais vous inquiétez pas, nous, on va pas chier sur LFI. Au contraire, on va plutôt prendre leur défense. Hein. Olivier Perrou, qui est un des deux auteurs de La Meute. Mais peu importe, tout ça n'est qu'un support. Tout ça n'est qu'un support pour pouvoir parler un petit peu de tout ça. Attendez. J'ai un petit souci. Voilà. N'est qu'un support pour parler un petit peu de tout ça. Et puis on regardera aussi quelques petits extraits, quelques petites passes d'armes médiatiques, pas à l'Assemblée nationale, notamment Olivier Faure qui chie sur LFI, Claire Lejeune, députée à la France Insoumise, qui débunk un peu ces conneries. Pareil, après Manuel Bompard qui dunk sur la tête d'Olivier Faure. Et puis au final, Boris Vallaud, il dit ah ben non, tu vous dites n'importe quoi. Voilà. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On va utiliser cet article-là en support et voir un peu ce que ça peut signifier politiquement sur un peu les restructurations, on va dire, de la gauche française, finalement. Et c'est un peu intéressant. Et je vais vous casser les couilles avec mon schéma. Le fameux schéma. Vraie gauche versus sauce libre. C'est ça qu'on est en train de voir. Hein. C'est ça qu'on est en train de voir, là. Voilà. Mais là, ça s'assume de plus en plus. Voilà. On regrettera jusqu'à la fin de notre vie de les avoir sauvés. Bah non. Pour moi, justement, j'en ai marre de ce discours. Je trouve que ce discours est totalement idéaliste. Ce discours est totalement idéaliste. Personne n'a sauvé le PS. Le PS, à un moment donné, on n'aurait pas pu tuer le PS, et là, le PS, on a décidé de le sauver. Ce n'est pas ça. Enfin, moi, c'est mon analyse. Pour moi, c'est pas ça qui s'est passé en 2022. Jean-Luc Mélenchon n'a pas sauvé le PS en leur proposant de rejoindre la NUPES à l'époque. C'est pas ça qui s'est passé. Le PS n'a pas été sauvé puisque le PS n'était pas mort. Le PS correspond historiquement à un électorat, à un segment électoral qui correspond à la petite bourgeoisie progressiste, on pourrait appeler ça comme ça, ou la classe moyenne supérieure vaguement de gauche, quoi. Ce truc-là n'est pas mort, en fait. C'est juste qu'il y a une partie de ce bloc électoral en 2022 qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont venus à LFI du jour au lendemain, en réalité. C'est faux que de dire ça. Sinon, comment ça se fait que Glucksmann a fait 15% aux européennes? Je veux dire, le PS n'est jamais mort, de la même manière que le PS n'a jamais trahi. Moi, je trouve que ce truc de dire le PS, on aurait dû le laisser mort, et en fait, on l'a sauvé pour rien, je trouve que c'est une mauvaise analyse. De la même manière que dire le PS a trahi tous les jours, c'est aussi une mauvaise analyse. C'est pas une question de trahison, et c'est pas une question que le PS était mort. Le PS correspond à un bloc électoral, correspond à une sensibilité politique qui n'est jamais vraiment morte. Et donc, toutes les trahisons du PS, en vérité, c'est les trahisons du point de vue de la France Insoumise, du point de vue de la gauche. Certes, mais en vérité, c'est pas tant des trahisons que ça, à proprement parler. C'est ce parti, on va dire, de la petite bourgeoisie progressiste de centre-gauche, correspond et agit selon les intérêts, on va dire, en tout cas les velléités, du bloc électoral qui représente et qui, en réalité, n'est jamais réellement mort, quoi. Bah dans ce cas, le PS a menti pendant le NFP. Bah oui, ouais, le PS a menti pendant le NFP pour se faire un petit peu élire. Ouais, comme des politiciens. C'est vrai. Mais c'est aussi que le NFP, à un moment donné, c'est un truc qui a réuni ce bloc électoral, on va dire, de la petite bourgeoisie progressiste avec le bloc de la gauche plus populaire représenté par LFI, et que tout ce beau monde, dans certains cas,
peuvent s'allier, notamment par rapport à l'extrême droite, et notamment dans le cadre d'un accord électoral qui vise à maximiser leur nombre de sièges. Ce qui ne veut pas dire que c'est deux blocs électoraux différents. C'est qu'en vérité, le NFP, à un moment donné, a représenté deux blocs électoraux un petit peu différents, en fait. Donc il y en a qui traditionnellement étaient encore en train de voter pour Macron, bah là ils se sont retrouvés à voter aussi un peu NFP. Vous voyez? Parce que le NFP a quand même... C'était pas un bloc monolithique, l'électorat NFP. Ça a aussi grappillé un petit peu sur cette espèce de petite bourgeoisie progressiste de centre-gauche. Vous voyez? Et en fait, la gauche, si elle veut gagner un jour, plus jamais PS, certes, mais Mélenchon, il compte sur l'électorat PS, il compte sur le bloc électoral qui correspond au PS et qui fait que le PS, en vérité, n'est pas mort et n'est jamais mort, parce qu'à un moment donné, si la gauche veut gagner dans ce pays, elle aura aussi besoin de cet électorat-là. Vote typique de prof retraité, par exemple. Exactement. Et pourquoi, à un moment donné, Mélenchon, il a sauvé le PS? Il n'a pas sauvé le PS. C'est que Mélenchon, à un moment donné, il sait que s'il veut gagner, il aura aussi besoin de cet électorat-là, ne serait-ce que pour un second tour, mais même en partie pour un premier tour. 2%, mais oui, 2%. Le PS a fait 2%, justement, parce que Mélenchon a gagné cette bataille-là, a gagné cette espèce de primaire officieuse en 2022 pour les présidentielles, et une partie d'électorat qui normalement vote plus pour le PS, bon bah là il y a une partie de cet électorat a voté Macron en vérité, mais il y a aussi une partie de cet électorat-là qui a décidé de voter pour Mélenchon en 2022. Et donc il s'est dit, bah c'est pour ça que je fais le NFP, de toute façon cet électorat-là, il existe encore, si j'arrive à phagocyter, parce que là je suis quasiment en situation hégémonique grâce au présidentiel, si j'arrive à phagocyter un peu le PS dans un truc qui s'appellerait la NUPES et qui est basé sur mon programme à moi, à un moment donné ça l'aide aussi à phagocyter, ou en tout cas à aller récupérer cet électorat qui n'est jamais mort en réalité. C'est pour ça qu'il a fait l'alliance avec le PS, c'était pas pour sauver le PS. Je veux dire, même si le PS meurt, il y aura un autre parti qui émergera et qui correspondra à cet espace politique. On veut la mort de l'espace politique qui correspond à la petite bourgeoisie progressiste de centre-gauche? Bah, va falloir tuer tous les profs retraités. Et une bonne partie des classes moyennes subcitadines, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une petite histoire de tant de PS que ça, quoi. Voilà. Même si le PS meurt, il y en aura d'autres qui vont arriver pour survivre. Faut pas voir ça qu'en termes de logique d'appareil, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, ce truc de l'EPS a trahi, il aurait fallu tuer le PS quand il en était encore temps. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Pour moi, c'est une analyse qui est un petit peu idéaliste, quoi. Voilà. Donc je veux dire, la seule strate à faire, qui est toujours la même, c'est être carré. Être carré dans ses idées et avoir une proposition qui est à même de convaincre le plus possible de gens, y compris une partie de l'électorat PS. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Mais fuck le PS, dans tous les cas. Évidemment, moi je peux pas les blairer le PS. Je peux pas les blairer, ça serait tellement mieux s'ils étaient pas là. Mais moi j'ai un peu peur qu'en fait, là la méta de dire le PS a trahi, plus jamais PS, je vais continuer à dire ça toute ma vie en fait. Je n'ai pas envie de dire plus jamais PS et le PS a trahi toute ma vie, parce que là, ça tourne un peu en rond cette histoire. Peut-être que changeons un petit peu notre analyse, parce que là je trouve que les mots d'ordre qu'on utilise dans la gauche de rupture, etc., j'ai peur qu'on les dise toute notre vie. Vous voyez? Après, c'est normal, c'est la politique. Hein. C'est la politique. Mais il y a un côté où, du coup, ça me fatigue. Quoi. Et si je dis pas ça pour défendre le PS, fuck le PS, quoi. Évidemment. À choisir, vaut mieux enlever le FN que le PS. Ne pas oublier la vraie cible. Oui, évidemment. Si le RN arrive au pouvoir un jour et qu'il y a cette fameuse union des droites qui est en train de poindre le bout de son nez très très fort, hein, le RN et les Républicains étaient prêts à faire un accord de gouvernement. Si à eux deux, ils ont la majorité absolue. Pareil, si le RN arrive au pouvoir, on va tellement chier du sang. On va tellement se retrouver face à une république noyautée par la droite extrême et l'extrême droite, comme on dit si souvent, que même là, à un moment donné, ça va rebattre les cartes sur ce qu'on va devoir faire à gauche face à ce tsunami et ce déferlement fasciste, quoi. Donc je sais pas, mais il y a un côté où tout ça me fatigue. Voilà. Bref. En tout cas, on va lire cet article. Entre LFI et PS, échanges hostiles et règlements de compte pendant les débats sur le budget. Les accusations réciproques entre la France insoumise et le Parti socialiste illustrent les différences stratégiques entre deux pôles forts de la gauche. Un avant-goût des débats autour de la taxe Zuckman, débattu cette semaine. On en parle juste après de la taxe Zuckman. Justement, la fameuse taxe Zuckman Light, on en parle juste après. C'est pas ça que je voulais faire. En tout cas, oui. Il parle des deux pôles forts de la gauche. Voilà, le pôle social-libéral, gauche d'accompagnement, le pôle que j'avais qualifié de vraie gauche il y a 1 an et demi après les législatives. Donc voilà, ce pôle-là, c'est ça un peu qui se passe. Donc pour moi, le PS assume qu'en vérité, ils sont dans un bloc qui est différent de LFI, et LFI assume de plus en plus, ils l'ont toujours assumé, mais ils assument qu'ils sont dans un bloc différent que le PS, quoi. Donc c'est ça qui se passe là, c'est la bataille entre ces deux blocs-là, entre LFI et PS, qui du coup, vu les prises de position, semblent ne plus jamais vouloir s'allier ever, mais après il faut jamais dire jamais. Voilà. Bref, allez. Donc,
Rangez vos flingues, c'est l'appel du député communiste Nicolas Sansu du Cher, alors que les socialistes et insoumis ont passé leur week-end des 26 et 26 octobre à s'envoyer des fions, non, à s'envoyer des banderilles en marge des débats sur le volet recettes du projet de loi de finances pour 2026 à l'Assemblée nationale. Donc rappel, là c'est des débats sur le volet recettes du PLF, du projet de loi de finances. Après il y aura le débat sur le volet dépenses du projet de loi de finances et il y a aussi les débats sur le volet, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc en gros il y a 3 trucs et une fois que tous ces débats ont été faits, les amendements ont été votés, ben là il commencera à y avoir le vote pour savoir est-ce que le budget passe ou pas. Donc dès la semaine prochaine ça aura bien avancé et on pourra commencer à voir est-ce qu'on part vers une censure ou pas. Sachant, je tiens à le préciser, que sur le volet dépenses, je pense que ça va être très compliqué pour la Macronie de faire des pas vers le PS qui soit suffisamment satisfaisant pour le Parti Socialiste. Parce que là, sur le volet dépenses et sur le volet de sécurité sociale, il est quand même question de la part de la Macronie de niquer totalement le service public et niquer absolument totalement aussi le remboursement des soins et la sécurité sociale. Et là où sur le volet recettes, ils pouvaient s'accorder sur des trucs en mode on n'augmente pas les impôts des classes moyennes. Ah bah ok. Dans tous les cas, la Macronie cherche bien plus à réduire le déficit en réduisant la dépense publique qu'à réduire le déficit en augmentant la fiscalité. Donc certes, ils n'ont pas taxé les riches, mais ça c'était un peu prévu. Donc on peut faire dire, oh, on taxe les riches un tout petit peu plus que prévu. Mais je veux dire, sur les 30 milliards d'économies qu'ils veulent faire sur le volet dépenses, ça va être compliqué de trouver des compromis avec le PS en réalité qui serait aussi satisfaisant pour LR. Donc il y a moyen que dès les débats sur le volet dépenses, en réalité, ça parte en censure. C'est pas impossible. N'oublions pas que c'est possible. Mais le PS, là, quand même, aimerait ne pas censurer. Mais à voir comment ça va se goupiller. Mais après tout ça, il reste quand même sécurité sociale et dépenses publiques. Et là-dessus, quand même, ça va être compliqué d'accorder leur violon. Ou alors vraiment, le PS va faire un move qui va être extrêmement impopulaire. Hein. Extrêmement impopulaire, quoi. Voilà. Comment tu peux penser ça, sachant que le PS change constamment leurs limites à pas dépasser? On verra, hein. On verra, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité que le PS finisse quand même par censurer parce que c'est pas possible. Et c'est trop compliqué de faire passer un budget qui soit autant destructeur des services publics, c'est pas totalement impossible. Mais de toute façon, les macronistes veulent pas de dissolution, ils veulent l'éviter parce que sans ça, ils vont perdre énormément de députés. Le PS préfère éviter une dissolution aussi parce qu'ils ont peur de perdre des députés, etc., etc. Mais voilà, la base du PS gueule pas mal en ce moment, on voit des prises de position comme ça, donc c'est pas... Qui veut parier que le PS ne censure pas? Moi, j'arrête les pronostics, j'en ai plein le cul de faire des pronostics, ça me fatigue, je ne veux plus faire de pronostics. J'ai juste, c'est une possibilité. Il y a une possibilité que là, la séquence dans laquelle on est continue suffisamment pour que le PS dise à peu près satisfait pour le budget, en tout cas suffisamment pour ne pas censurer, même si le budget n'est pas tant satisfaisant que ça. C'est tout à fait une possible et je pense que ça va arriver. Mais je me dis que c'est aussi possible que, au final, patatras, oh là là, ça repart en censure, etc., etc. Moi, je sais pas. Je vous dis, c'est les deux possibilités. On verra. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que sur le volet sécurité sociale et sur le volet dépenses publiques, je pense que ça va être encore plus compliqué pour la Macronie et le PS d'accorder leur violon. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va juste plus être possible. Dans ce jeu de posture, ils pourront même plus la tenir. C'est pas impossible. En tout cas, c'est les deux solutions. Même eux, ils savent pas s'ils vont censurer. Oui, voilà. Même eux, ils savent pas forcément s'ils vont se censurer. Il y a encore Boris Vallaud ou je sais plus qui a dit il y a pas longtemps. Attention, hein, si ça avance pas, on va censurer. Et il s'est passé quoi? Ça a un peu avancé. Voilà, il y a un pas qui a été fait vers eux avec la taxe Zuckman Light. On en parle juste après. Je ne sais pas, on va voir. Mais c'est les retournements de situation, il y a plein de retournements de situation tout le temps. Moi j'en ai marre de jouer au petit jeu des pronostics. Maintenant je vous livre mes analyses, vous en faites ce que vous voulez. J'arrête le petit jeu des pronostics, ça me fatigue. Voilà, je vous le dis très clairement. Bref. Ok. Oui, donc une nouvelle illustration des différences stratégiques entre le PS et la France insoumise dans ces discussions budgétaires. 2 amendements débattus durant le week-end auront été l'occasion pour les troupes d'Olivier Faure et pour celles de Jean-Luc Mélenchon de se torpiller la gueule. Le premier, déposé par le président de la Commission des Finances, l'insoumis Éric Coquerel, proposait d'instaurer un impôt universel afin de lutter contre les paradis fiscaux. Selon cette mesure, les personnes qui disposent d'un revenu d'au moins 230 000 € annuels et ayant résidé au moins 3 ans en France sur les 10 dernières années, avant de filer vers un pays à la fiscalité plus arrangeante, auraient été soumises à l'impôt. Il aura manqué une seule voix pour faire adopter le texte, 132 contre, 131 pour. L'abstention des socialistes a provoqué l'ire des députés de la France insoumise. Alerte à la magouille! L'impôt universel contre l'exil fiscal a été rejeté à l'Assemblée à cause de l'abstention socialiste, a dénoncé le député du Nord Aurélien Lecoq. Salut. En réalité, les socialistes ne sont pas les seuls à s'être abstenus sur ce texte. Outre l'absence de 10 députés insoumis dans l'hémicycle, plusieurs députés du groupe écologiste n'ont pas voté l'amendement de M. Coquerel. La discussion budgétaire durant plusieurs semaines, il y a parfois des députés retenus par des obligations familiales. Mais le groupe insoumis était très largement le plus représenté dans l'hémicycle,
avec 86% de présence contre 40% pour le groupe RN, Rassemblement National, 60% pour le groupe EPR, Ensemble pour la République, donc c'est le groupe Renaissance finalement, ou 68% pour le groupe PS, explique le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, interrogé pour Le Monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire d'amendement, machin bidule? Ça, c'est les trucs techniques où au final, il y a la communication politique qui est faite par-dessus, quoi. Mais en réalité, j'ai l'impression que c'est un peu brouillon cette histoire, hein. C'est un peu brouillon, c'est un peu le bordel. Alors, est-ce qu'on a le résultat des votes directement? Je sais plus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde très concrètement, sur ce truc d'impôt universel qui a été rejeté, il y avait aussi beaucoup d'abstentionnistes dans le groupe écolo. Et pourtant, le LFI n'a pas parlé du groupe écologiste. Ils n'ont pas parlé du groupe écologiste. Ils ont dit, regardez, c'est la faute du PS. Ils auraient très bien pu dire, c'est la faute du PS et des écologistes, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que là, le but, pour LFI, c'est de taper sur le Parti Socialiste et pas sur les autres du NFP, enfin du feu de NFP. Ils le font pas trop parce qu'ils ont cet intérêt stratégique dans cette séparation entre le bloc PS et le bloc LFI, on va dire, à pas forcément trop taper sur les écolos parce que ils aimeraient bien que les écolos finissent plus dans leur bloc à eux plutôt qu'ils finissent dans le bloc du PS. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, ils se disent peut-être qu'avec la truc de la candidature à la présidentielle de Marine Tondelier, que Marine Tondelier, là, au final, elle a fait un move qui est assez pourri et qui, au niveau de la base écologiste, au niveau de certains de ses collègues aussi, comme Sandrine Grousseau, a un move qui n'a pas été si populaire. Donc, ils disent peut-être qu'à un moment donné, les choses pourront évoluer et qu'ils pourront un peu se retrouver à mettre le groupe écologiste dans leur escarcelle plutôt que le groupe écologiste se barre avec le PS. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont tapé uniquement sur le PS suite au vote de cet amendement, alors qu'en vérité, le groupe écologiste n'a pas trop voté pour, parce qu'ils étaient pas mal absents. Mais en vérité, ça, c'est un amendement parmi tant d'autres, etc., etc. Donc, quand on regarde, c'est lequel celui-là? Analyse du scrutin numéro 30, bon, on regardera après. C'est des petits détails techniques, quoi. C'est des petits détails techniques, mais c'est l'occasion de faire de la communication politique par-dessus. Et moi, je trouve ça intéressant de voir que dans cette communication politique, de la part de LFI, il y a cette volonté de taper sur le PS, mais pas sur les écologistes. Et moi, comment je l'analyse, c'est que voilà, c'est ces deux blocs-là qui sont en train de se dessiner, le bloc SOS-Lib et le bloc Vraie Gauche, on va continuer à les appeler comme ça. Et donc, du coup, ils aimeraient bien, pour éviter d'être comme ça, LFI, tout seul dans ce bloc-là, ils aimeraient bien plutôt aller comme ceci, en récupérant une partie, ou totalement, le groupe écologiste qui reste un petit peu dans leur bloc à eux, plutôt qu'ils se barrent avec le PS. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est ça, qu'il y a une volonté de LFI de faire pencher la balance plutôt comme ça, plutôt que comme ça. Non, je dis SOS Libre, ça c'est le groupe PS, je pourrais renommer, hein, j'ai plus le truc. Ça c'est en gros, c'est les sociaux-libéraux type PS, Glucksmann et compagnie, et ça c'est la vraie gauche type la France Insoumise, NFP au sens noble, etc., etc. Vous voyez? Et donc ça peut faire dans les deux sens comme ça. Donc je pense que chez LFI, ils se disent si on récupère un peu les écolos, ça fait ça et ça isole le PS, mais si par contre LFI part avec le PS, on va se retrouver un petit peu tout seul dans le bloc de la vraie gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Si les écolos se barrent avec le PS, ils vont finir dans les fonds de l'histoire. Je pense aussi. Ça serait pas bankable pour eux. Les écolos, ils vont suivre le sens du vent. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que LFI se dit si le sens du vent souffle dans notre direction, on pourrait se récupérer les écologistes dans cette histoire, ce qui nous renforce et ce qui isole le PS. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est pour ça, je pense que Manuel Bompard, et le PC aussi, c'est pour ça que là, Manuel Bompard et LFI, ils chient à mort sur le PS, et parfois ils auront aussi des raisons de le faire sur le PCF et sur les écolos, ils le font un petit peu moins. Il faudra faire la paix avec ceux que LFI a dégagés alors. Bah oui, mais c'est pas un problème, ça on s'en fout. Quand on regarde concrètement les idées que défendent ceux de l'après, là, les purgés de l'AFI, on s'en bat les couilles des purgés de l'AFI, c'est 5 députés, c'est pas très important. Mais oui, quand on voit concrètement le programme de base et les idées dans lesquelles s'inscrivent des gens comme Clémentine Autain ou Alexis Corbière ou François Ruffin, oui, normalement, au niveau des idées, ils sont plus proches de LFI que du PS. Ils étaient encore à LFI il y a 1 an et demi. Donc oui, ça évidemment, il y a un moment donné où a priori, moi j'ai pas trop peur que l'après et compagnie ils se retrouvent dans ce bloc-là plutôt qu'aller s'acoquiner avec Raphaël Glucksmann. Après, rien n'est impossible, à voir. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, le but c'est de récupérer un peu un maximum de gens qui resteraient dans ce bloc-là, le bloc NFP, qu'on pourrait appeler ANFP. Et voilà. Oh non, pitié, laissons Autain au PS. Oui, après sur les idées qu'elle défend, on s'en bat les couilles de Clémentine Autain. Pendant des années, elle a défendu littéralement les mêmes idées que la France Insoumise, quoi. Vraiment, c'est un peu des trucs revanchards de personnification de la politique, on s'en bat les couilles. Pour moi, on s'en bat les couilles de Clémentine Autain et voilà et de Ruffin à un moment donné, s'ils défendent des idées qui sont proches de ce bloc-là et de LFI, très bien qu'ils viennent, quoi. Normalement, on s'en bat les couilles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'intéresse pas de ces trucs revanchards comme ça, quoi. On s'en fout. Dans les idées qu'ils défendent, ils sont déjà de fait beaucoup plus proches de LFI que. C'est déjà de fait la formation de la politique la plus proche de LFI, hors LFI en vérité, là après. Ils ont fait des communiqués en disant mais comment le PS vous pouvez dire ça, etc., etc. Bon, voilà quoi. Voilà quoi. Bref. Autant tous les 2 ans lance une nouvelle plateforme, oui. Oui, c'est vrai. Bref.
Allez, donc regardons ce qu'a à dire justement Manuel Bompard sur ce non-vote du Parti Socialiste par rapport à ce truc d'impôt universel. Ils oscillent beaucoup. Ouais. Bon, moi, je vois mal quand même Clémentine Autain aller avec Raphaël Glucksmann alors qu'elle pourrait rester au chaud avec le bloc dont elle est issue. Quoi. Bref. Est-ce que le groupe de la France Insoumise est désormais totalement isolé de... On s'en va pas les couilles, le PS trahit parce que les Ruffin et Autain leur feront pas de reproches. Quoi ? Ils ont fait des reproches. Il y a un communiqué de l'après où ils ont dit comment le PS peut oser comparer LFI à l'extrême droite comme ça, c'est honteux. Quoi. Bon. Ces alliés du NFP. Est-ce que Pour moi, on s'en bat vraiment les couilles de l'après et de ces 4 députés. Hein. Franchement, les seules personnes qui ont quelque chose à foutre d'eux, principalement, c'est les LFI revanchards. À part ça, personne les calcule. Hein. Est-ce que le groupe de la France Insoumise est désormais totalement isolé de ces alliés du NFP ? Voilà, question. Non, pour moi, c'est plus le PS éventuellement qui va finir totalement isolé de ses alliés du NFP. On va voir, hein. On va voir, mais c'est justement ça qui se joue, c'est un peu la question. Monsieur Le Cuvillier, je crois que vous avez mal regardé les résultats du vote sur l'amendement dont vous avez parlé tout à l'heure hier, puisqu'il a été voté quasiment par l'intégralité des députés écologistes et par l'intégralité des députés communistes, en plus de C'est marrant, il est bien cet extrait, c'est un peu ce que je disais, il est en mode non, c'est le PS qui a trahi, hein. Les autres ça va. Hein. Il y a une raison à ça. Regardez Manuel Bompard, il est en train de défendre l'après, il est en train de défendre Clémentine Autain en disant non, on est encore allié avec Clémentine Autain, c'est ce qu'il dit. Les écolos, c'est moins de la moitié, oui, mais pourtant Manuel Bompard dit non, la écrasante majorité des écolos ont voté le truc. T'inquiète, alors que quand tu regardes les votes, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, LFI a un intérêt stratégique et tactique à isoler le plus possible PS du reste de la gauche, quoi. Voilà. Intégralité des députés Les insoumis. socialistes et une partie des écologistes se sont abstenus. Donc vous en êtes donc bien d'accord que non, les députés insoumis ne sont pas isolés. Ils avaient une très large majorité des députés du Nouveau Front Populaire à leur côté. Pour une raison simple, c'est que cette mesure qui consiste à dire que des gens très riches qui vont partir dans des paradis fiscaux doivent continuer à payer de l'impôt en France. C'était ça notre proposition. Et en l'occurrence, elle a été défendue l'année dernière par tout le Nouveau Front Populaire. Donc vous devriez surtout vous poser la question de savoir pourquoi les socialistes, après avoir soutenu cette disposition l'année dernière, ont décidé de l'abandonner aujourd'hui. Sans doute parce qu'ils préparent, comme je le disais, un accord honteux avec le gouvernement. Les médias s'en battent pas du tout les couilles des purgés, ils sont très pratiques pour descendre LFI. Ah ouais ? Bon, ça fait longtemps, moi j'ai pas vu Clémentine Autain chier sur LFI dans les médias. Bref. Un accord... Ça l'a été au moment de la purge, ouais. De fou. Après, c'est de moins en moins le cas, je trouve. Vous êtes bloqués en 2024, les amis. Honteux avec le gouvernement et avec Monsieur Le... Non, c'est pas la taxe Zuckman, ça c'était un amendement sur un impôt universel en mode, même si vous n'habitez pas en France, à partir de temps de revenu, dans tous les cas, tu raques, tu payes et basta, quoi. Mais en vrai, moi j'ai l'impression que c'est un amendement parmi tant d'autres. À un moment donné, au niveau des votes, où il y a eu 10 000 votes, j'ai l'impression quand même, il y a ce côté-là où... Ça a l'air d'être un peu un imbroglio. Moi, je peux imaginer un truc où même le PS, il y a eu une directive différente qui a été donnée par le PS, ils décident de voter cet amendement-là. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un truc un peu, pas de l'ordre de la maladresse, mais que là, ils se retrouvent à devoir se justifier sur pourquoi ils l'ont pas voté. Moi, j'imagine un univers parallèle tout proche du nôtre où, au final, ils étaient mieux coordonnés au niveau du PS, ils étaient mieux coordonnés au niveau des écolos. Le vote, c'était un moment où il y avait moins où il y avait plus de présence dans l'hémicycle et qu'ils auraient quand même pu le voter, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un détail un peu insignifiant, cette histoire de cet amendement précis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, stratégiquement, la communication politique s'orchestre autour, quoi. Voilà. Corbière à la TV, c'était il y a 3 jours ? Ok, d'accord. Après, moi, je sais pas, je suis plus trop ça, hein, je m'en fous. Hein. Pour permettre à son budget de voir le jour. C'est juste qu'il y a des trucs, on en parle depuis 10 000 fois, moi, c'est plus le truc que j'ai envie d'analyser, quoi. Oui, chier sur LFI dans les médias, ouais, ça fait... Il y a vraiment rien de nouveau là-dessus, quoi. Voilà. Mais je veux dire, tout voir uniquement à chaque fois par le prisme de la diabolisation médiatique et jamais rien d'autre, moi, il y a un côté où ça m'énerve un peu et ça me fatigue des fois. Voilà. Bref. Après, on s'en bat les couilles, hein. Corbière a supplié pour être prêt à LFI à la fête de l'humain. Ah ouais ? Source ? Je sais pas. Je veux dire, à un moment donné, le jour où il y aura un vote ou quoi que ce soit, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement voir quel contour d'un éventuel accord électoral en cas de dissolution, ce genre de choses, quoi. Mais en gros, les unionistes, ils vont pas être en mode genre, plus jamais la FI, parce que nous les diabolisons. Je sais pas. Bref. Donc voilà, en tout cas, pour Manuel Bompard. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant qu'il chie beaucoup plus sur le PS que sur le reste, alors qu'effectivement, et quelqu'un a donné les chiffres tout à l'heure, seuls 16 députés sur les 38 du groupe écologiste
ont voté pour cet amendement. Et pourtant, Manuel Bompard, là, il l'a pas dit. Donc, il y a cette volonté de dire non, 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 c'est pas nous qui sommes isolés du reste de la gauche, c'est le PS qui est isolé du reste de la gauche. Nous, il n'y a pas de souci avec nos autres camarades du NFP, ça roule encore à peu près, quoi. Voilà. On va voir, mais il y a ce côté-là, j'ai l'impression, où le PS et LFI se font la guerre, et c'est tout à fait normal, parce qu'ils représentent ces deux pôles-là, et les deux sont presque en train de courtiser les non-alignés du groupe écologiste. J'ai presque l'impression qu'il y a ça. Parce que les unionistes, à un moment donné, c'est ce que je dis tout le temps, ils vont finir par devoir choisir. Ils vont devoir choisir à quel bloc ils s'allient, si vraiment c'est des unionistes. Ou alors ils vont passer de unionistes à non-alignés qui apportent encore plus de division. Ça risque de pas fonctionner, quoi. Voilà. De toute façon, ELV, c'est la crise avec Tondelier qui court-circuite les instances. Bah oui, justement, on va voir comment ça va évoluer. Voir comment ça va évoluer à ce niveau-là aussi, quoi. Voilà, voilà. La différence, c'est que l'appareil des écolos a donné l'ordre de censure, non? Bah oui, il y a une vraie différence dans l'approche, c'est que jusque-là, dans les votes à l'Assemblée, notamment dans le rapport à la censure, etc., le groupe PCF et le groupe écologiste ont voté toutes les censures et sont beaucoup plus du côté de LFI de fait que du côté du PS. Et d'ailleurs, ils ont plutôt mal pris cette non-censure du PS. Voilà. Le grand événement politique qui a rebattu les cartes à gauche, c'est le fait que le PS ne censure pas. Vous voyez? Et dans ce grand rebattage de cartes, et ben pour le coup, le groupe PCF et le groupe écologiste étaient côté LFI. Donc c'est pour ça que je pense aussi que LFI est en mode genre non, non, non. Le but c'est de sortir le PS de la gauche officiellement le plus possible, mais pas de le faire pour les écolos et le PCF. Parce que si, comme je disais, si le bloc dans lequel ils inscrivent, qu'on pourrait appeler NFP, c'est le NFP sans le PS, après ils sont bien. Hein. Après ils sont bien LFI. Hein. Du coup ils ont leur petit parti satellite qui leur donne un peu du gaz et basta quoi. Voilà. Pourquoi personne n'a rien dit quand ils ont pas censuré Bayrou alors? Ben si. De quoi, le PS? Mais tout le monde aura chié dessus quand ils n'ont pas censuré Bayrou. Ah. Sorry, je reposte, je suis curieux d'avoir ton avis parce que parfois je me demande si on ne devrait pas être réaliste et se rendre compte que la guerre médiatique est perdue pour LFI. Mouvement où je milite, je précise. Et pour éviter les fachos au pouvoir, il faudrait une union large pour éviter la peste brune. La vie de nos camarades racisés est en jeu, il faut le rappeler. Ça donne une ambiance SPD-KPD de l'Allemagne de 34. Bah c'est vrai qu'il y a des gens à LFI qui en ont marre de cette guéguerre entre le PS et LFI. Hein. Après, disons que cette guéguerre, entre guillemets, dans tous les cas, je veux dire, il y a un clivage politique qui est réel, quoi. Donc on peut pas effacer ce clivage politique, selon moi, parce que l'heure est grave et parce qu'il y a l'extrême droite en face. Sinon, ça serait jouer selon les règles de l'adversaire, c'est-à-dire l'extrême droite, quoi. Mais c'est plus qu'il y a un moment donné, il y a une hyper-focalisation là-dessus de la part de beaucoup de gens de gauche, de militants de la France Insoumise ou de sympathisants sur Internet. Et je trouve qu'il y a une hyper-focalisation sur ce clivage LFI-PS. J'y participe, hein, parce que moi j'en parle beaucoup aussi. Et effectivement, il y a un côté où moi ça me fatigue un peu. Mais là, bon, force est de constater que là, tout de suite, en ce moment même, c'est un sujet hyper important. C'est un sujet hyper important parce que depuis la non-censure, depuis que le PS a littéralement sauvé le cul à Sébastien Lecornu, là, on est à fond dedans. Mais je suis d'accord que, voilà, non, ça tourne un peu en rond cette histoire. Mais voilà. Mais JLM peut pas gagner un deuxième tour. Le Pen comme ça. Moi, je m'en bats les couilles. Là, je suis pas en train de parler de l'élection présidentielle de 2027. Je n'ai pas envie de réfléchir à tout uniquement en mode genre, est-ce qu'à la fin, Mélenchon pourra gagner l'élection en 2027? Ça me saoule de penser comme ça. J'en ai marre de faire des plans sur la comète, à me dire, faire des coups de billard à 3 bandes pour me dire, l'objectif, c'est que Mélenchon gagne la présidentielle en 2027. Voilà, moi j'essaye d'analyser un petit peu là la restructuration de la gauche à venir. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est mauvais pour nous? J'en sais rien, je sais pas, et j'en ai marre de faire des plans sur la comète et des pronos, j'en ai beaucoup trop fait et ça me fatigue. Voilà. Bon allez, bref, on va reprendre l'article et après on va parler du coup de la suite. Voilà. C'en était où? Je sais plus où j'en étais. Oui, l'amendement Coquerel. Ok, voilà. Qu'en pense Marc Vanguard? Pourquoi vous me parlez de Marc Vanguard? Pour éviter l'extrême droite, mettons des gens au pouvoir qui vont faire des politiques d'extrême droite. Bah après, ça dépend. Si c'est sur la base d'une union large, pour le coup, est-ce que ils vont mettre des politiques d'extrême droite? Ça voudrait dire mettre le PS au pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas. Moi, franchement, je vous dis ça, je n'en peux plus des plans sur la comète de alors pour la présidentielle de 2027, comment on fait pour gagner face au RN? Sachant qu'en vérité, la question derrière, c'est comment on fait pour faire gagner Jean-Luc Mélenchon. J'en ai marre de ces discussions. On verra d'ici 2027. On verra quand la campagne présidentielle commence. C'est dans suffisamment longtemps. Ça me fatigue. J'en ai plein le cul. De toute façon, en vrai, mon vrai sentiment, mon vrai sentiment, c'est que ça va être compliqué 2027 par rapport à l'extrême droite, en fait. Enfin, juste, normalement, regardons la réalité en face sur l'extrême droite. Genre, l'extrême droite n'a jamais été aussi forte. Ever. Et surtout, ils sont en train de plus ou moins s'allier avec les républicains, quoi. Cette convergence, elle est en train de se faire.
Cette convergence, elle est en train de se faire. Donc moi, je serais plus du truc de se dire, mais genre, au lieu d'essayer de all-in comment éviter d'avoir l'extrême droite au pouvoir en faisant gagner Jean-Luc Mélenchon, il y a un truc où je suis en mode genre... Cette conversation m'embête parce que je trouve que c'est un peu hors sol en réalité. J'ai l'impression que c'est un peu hors sol. C'est un peu hors sol par rapport à la réalité de ce qui se passe. Donc faisons de notre mieux pour 2027. Essayons de porter au mieux nos idées pour 2027. Et déjà, ça sera très bien. Tu veux faire quoi d'autre? Porter nos idées au mieux. Le but, c'est de porter nos idées au mieux. Mélenchon, pourquoi il est stylé? Parce qu'il porte des bonnes idées. Il a une vraie contre-position par rapport à l'extrême droite. C'est sûr qu'on en oublie le fond, là. On oublie le fond. Le seul truc qui est vraiment important pour refaire descendre l'extrême droite, c'est de porter des idées à même de faire descendre l'extrême droite. À partir du moment où ça, on le fait de toute notre force et on le fait le mieux possible, on a fait ce qu'on avait à faire. Point à la ligne. Si le but, si la manière de parler, si la manière d'appréhender le truc, c'est en mode comment faire gagner Mélenchon, ça me saoule, on s'en bat les couilles. Que ça fasse gagner Mélenchon, que Mélenchon gagne, perde à la fin, peu importe. Le but, c'est de porter des idées à même de faire descendre l'extrême droite au mieux, que ce soit dans le cadre des législatives, que ce soit dans le cadre des présidentielles, que ce soit dans le cadre des municipales. Et le reste, après, on verra, advienne ce qu'il adviendra, quoi. Voilà. Dans tous les cas, sur le long terme, la seule manière de gagner sur le long terme par rapport à l'extrême droite, c'est de porter nos idées. Ça fait pas 15 ans que ça dure? Ouais, mais là, on les porte pas trop mal, nos idées. Dans la gauche institutionnelle, grâce à LFI qui s'en fait un bon relais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça qui est important. Même si que Mélenchon gagne ou pas, je veux dire, tout ça, c'est presque un peu secondaire. Sur le long terme, si on reste droit dans notre botte et qu'on a une vraie contre-proposition par rapport à l'extrême droite avec une vision de classe, une vision antiraciste, une vision tout ce que vous voulez, et c'est bien. Si c'est ça, on fait ce qu'il y a à faire. Point à la ligne. Mais c'est différent de se dire comment porter au mieux nos idées à travers la politique institutionnelle grâce au véhicule que peut en être LFI, au véhicule de nos idées. Il y a une différence entre se dire ça, et c'est la question qu'on se pose pour militer, et de se dire comment on gagne en 2027, comment on fait gagner Mélenchon en 2027. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est pour ça, moi, quand on parle de ça, il y a un moment donné, ça me fatigue, ça tourne un peu en rond, quoi. Voilà. Et je veux dire, même si le RN gagne en 2027, et même s'ils ont une majorité absolue avec les Républicains et qui nous baisent le fiac pendant 5 ans derrière, et je veux dire, si on a porté au mieux nos idées, sur le temps long, on a fait ce qu'on avait à faire, il n'y a pas à chouiner. Si on part du principe qu'à la fin, ça sera eux ou nous, c'est Mélenchon ou un cataclysme, je veux dire, le cataclysme, il va tellement nous ruiner le moral qu'à un moment donné, on n'aura plus envie de rien faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayons de penser à ça, comment porter au mieux nos idées. Et c'est le seul truc qui doit nous guider, parce que de toute façon, moi j'ai une certitude, c'est que pour faire baisser l'extrême droite et pour combattre l'extrême droite, il y a une chose à faire, c'est une vraie contre-proposition de gauche avec un grand G, de rupture, contre les inégalités, contre le racisme et les oppressions, et avec une vision de classe, quoi. Voilà. Si on arrive à faire ça au mieux, on pourra être fiers de nous, et basta. Qu'on gagne ou qu'on perde à la fin. Et quand je dis à la fin, déjà c'est 2027, et 2027 n'est pas la fin. C'est pour ça. On a presque ce côté un petit peu en mode quasiment messianique, pas au sens de oh là là, Mélenchon le gourou, mais au sens de 2027, le moment où tout va se jouer. Je dis ça, moi aussi, je suis là-dedans. Hein. 2027, le moment de bascule, ça va être le moment de bascule. Il faut tout faire par des trucs de stratégie ultra personnifiés pour éviter d'avoir l'extrême droite en 2027. Peut-être, même peut-être sûrement, j'en sais rien, on aura l'extrême droite en 2027. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce qu'à un moment donné, il faut porter un contre-projet. Et si en 2027 on se fait baiser le fiac, ça veut pas dire que c'est la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Recentrer ça sur comment porter au mieux un projet à même de faire descendre l'extrême droite plutôt que de se dire on all-in Mélenchon 2027 avec des coups de stratégie à 3 bandes. Je dis ça, moi je le fais tout le temps, mais c'est ça qui commence à me fatiguer. C'est ça qui commence à me fatiguer. Voilà. Là, en mode 5 ans à passer, c'est bon quoi. Non, mais c'est horrible 5 ans à passer. Mais je veux dire, au moment, je sais pas comment ça va se goupiller tout ça quoi. Je sais pas comment ça va se goupiller tout ça, mais on en oublie de parler du fond très souvent et moi ça me fatigue et je suis le premier à le faire. Mais voilà, je vous le dis. Alors attendre 2032, c'est encore pire, mais c'est pas attendre 2032, c'est attendre ni 2027, ni 2032, ni 2037. Arrêtez de se faire baiser le cerveau par les échéances présidentielles en permanence et essayer de se battre et militer pour porter un contre-projet, que ça soit électoralement pour une élection présidentielle, que ça soit dans la rue lors de mouvements sociaux, partout où on peut le faire, de toutes les manières dont on peut le faire, et comme ça fera protéger le schmilblick, quoi. Mais si c'est en mode Mélenchon ou la fin du monde, si c'est ça le discours qu'on porte déjà 2 ans en avance, le discours qu'on va être obligé de porter si Mélenchon perd et si l'extrême droite gagne en 2027, c'est la fin du monde. Vous voyez? Et ça peut être démotivant, quoi. Avoir notre propre calendrier des infos. Voilà. Je suis désolé, mais cette phrase m'énerve. Au pire, il gagne et on a 5 ans. Ah,
À Briançon, Calais, on a des militants qui se font tabasser à MTP. Non, mais attends. Je suis pas en train de dire, allez, c'est pas grave, de toute façon, l'extrême droite va gagner et je ferai rien pour qu'ils se battent contre. Mais simplement, la question, c'est comment on lutte contre l'extrême droite. Il y a une différence entre lutter contre l'extrême droite en luttant contre l'extrême droite et de se dire, et de ramener toute la lutte contre l'extrême droite uniquement à l'élection présidentielle. Mais moi, de toute façon, je vais faire la campagne de LFI très probable. Enfin, LFI, ou sauf si c'est pas. Enfin, de Mélenchon, ça sera LFI, sauf s'il y a une alliance et que c'est pas LFI, que au final, il y a un branding NFP ou quoi que ce soit. Je veux dire, moi. Tout mon combat politique, il est de combattre le Rassemblement national. Genre, je l'ai toujours fait, je l'ai toujours dit, je suis pas un accélérationniste. Évidemment que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour donner de la force à une campagne, à même de faire perdre le RN en 2027. Moi, si le RN arrive au pouvoir en 2027, je vais faire une dépression max. Je vais faire tout ce que je peux pour que le RN n'arrive pas au pouvoir en 2027. Évidemment. Évidemment, mais je veux dire, il faut aussi se préparer à l'éventualité que le RN peut arriver au pouvoir en 2027 et se dire qu'après, la lutte continue. C'est ça que je voulais dire. Enfin, je veux dire, moi, à la base, pour pas avoir Jordan Bardella, Premier ministre, j'étais en mode go NFP, ça fait chier de s'allier avec le PS, mais c'est ça. Et après, j'étais en mode si ça peut permettre d'éviter à Bardella d'être à Matignon, on doit s'allier avec le PS juste pour éviter d'avoir Bardella à Matignon. Worth it, parce que l'extrême droite au pouvoir, c'est le dernier truc que j'ai envie d'arriver dans ce pays. Et je me fais traiter d'unioniste et de naïf. En fait, non, c'est le moment de tuer le PS, y compris si Bardella arrive à Matignon, c'est les prix à payer. Donc, je veux dire, on peut pas me faire le reproche à moi de rien faire pour que le RN arrive au pouvoir en 2027. C'est tout le sens, tout le sens de mon combat politique. Évidemment. Mais je veux dire, il y a une différence entre partir de ce constat et se dire all-in Mélenchon. C'est pas la même chose, c'est pas la même appréciation. Donc je veux dire, dans tous les cas, pour combattre le RN, il faut combattre le RN sur le plan des idées, porter un projet, porter un contre-projet, on peut l'appeler comment, et à la fin, voilà, il n'y aura pas à regretter, peu importe ce qui se passe, qu'on gagne ou qu'on perde 2027. Mais je veux dire, voilà quoi. Du coup, Édouard Philippe Le Pen, tu fais quoi ? Je sais pas, moi j'ai voté Macron en 2022 contre Marine Le Pen. Parce que moi, je dis pas ça pour être accélérationniste, en mode genre, on s'en bat les couilles si le RN arrive au pouvoir en 2027. Évidemment qu'on s'en bat pas les couilles. Évidemment que je vais lutter pour que le RN n'arrive pas au pouvoir en 2027. Et même avant 2027 dans le cadre de législatives. Évidemment. Mais je veux dire, à un moment donné, si combattre le RN, c'est all-in sur Jean-Luc Mélenchon et ne percevoir la politique, et même la politique institutionnelle, uniquement par rapport à ça, je veux dire, normalement, à un moment donné, on va peut-être tomber de haut, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Bloquer le RN, c'est une chose. Changer la société avec le programme de LFI, ça sera très difficile avec le PS actuel, qui ne pourra jamais appuyer tout le programme. Ouais. C'est deux sujets un peu différents. Bon, allez, on va reprendre l'article en tout cas. Ok. Le coordinateur de LFI ajoute. Donc là, on parle d'Éric Coquerel. Certains députés écologistes ont en effet été. Attendez, de quoi ? Ah, bah voilà, ça c'est intéressant du coup. Donc on revient sur ce qu'on disait. Effectivement, pardon, on a fait un petit peu une incartade. C'est pas grave, là aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc on était sur cette histoire de le PS n'a pas voté ce revenu universel, les écologistes non plus n'ont pas trop voté cet amendement sur le revenu universel, et LFI en profite pour chier sur le PS, mais plus que sur les écologistes. Et donc pourquoi selon Éric Coquerel, ils n'ont pas chié sur les écologistes LFI, mais ils ont chié sur le PS. Certains députés écologistes ont, en effet, été influencés par un argument fallacieux, faisant croire que ce dispositif n'aurait pas concerné les paradis fiscaux, ce qui a été largement démenti depuis. L'intégralité des députés insoumis et du groupe GDR, donc en gros c'est les communistes et certains ultramarins, et une très large majorité des députés écologistes ont voté ce dispositif, conformément aux engagements pris par le nouveau Front Populaire. Mais contrairement à ce qu'affirme Manuel Bompard, seulement 16 sur 38 députés écologistes l'ont voté, et non une majorité. Ok, donc moi je suis désolé, tout ça, ça me met quand même la puce à l'oreille, comme quoi LFI, c'est Bompard qui parle. Ah ouais, c'est le coordinateur, pardon, c'est Bompard qui parle. Ça me met quand même un petit peu la puce à l'oreille, comme quoi LFI, ils essayent un peu de brosser le groupe écologiste, je parle pas de Marine Tondelier, le groupe écologiste un peu dans le sens du poil, en mode genre non, restez avec nous, partez pas avec le PS. Moi ça me donne quand même cette impression-là. Parce que l'argument fallacieux, ils pourraient très bien utiliser cet argument pour défendre le PS. Évidemment qu'ils vont pas le faire. Parce que, encore une fois, là il y a ça qui se joue. Entre le pôle LFI et le pôle Parti Socialiste, avec lequel va s'acoquiner le reste du NFP. Ça va plutôt être comme ça ou ça va plutôt être comme ça ? Moi, c'est ça que je lis entre les lignes, quoi. Bref. Ok. Le député PS de l'heure, Philippe Brun, observe, lui, que l'amendement Coquerel prévoit un impôt universel sous réserve des conventions fiscales bilatérales, exclues de fait des paradis fiscaux. Bon, c'est un peu technique. Il renchérit. La France est le 2e pays au monde ayant signé le plus de conventions fiscales bilatérales. 121 pays ne sont pas concernés par cet amendement, dont le Luxembourg, la Suisse, le Panama, les îles Vierges, les Bahamas, Andorre, Monaco et les Émirats arabes unis. Ok. Benjamin Lucas Lundi, de Génération, pourtant proche de la France insoumise,
C'est lui abstenu sur l'amendement Coquerel et s'en est justifié sur France Info, considérant qu'elle risquait de viser des binationaux qui se rendent dans des pays d'Afrique, non pas pour de l'évasion fiscale. Oh, l'argument de con. Ouais, c'est un peu pour se justifier, mais c'est un peu du détail, hein, je trouve. Mais ouais, un peu pourri là, Benjamin Lucas, qu'est-ce que tu fais, là, frérot, là, ça va pas. Pourtant proche de la France Insoumise. C'est écrit comme ça, proche de la France Insoumise. Okay. La bataille entre les deux pôles forts de la gauche s'est poursuivie à la faveur d'un autre amendement, celui-ci venu des rangs de la droite. Oui, c'est un argument capillotracté à la con, quoi. Mais on voit quand même que LFI n'a pas trop tapé sur Benjamin Lucas par rapport à ça. Ils ont plus tapé sur le VS, parce qu'encore une fois, il y a aussi tout un jeu de stratégie politique qui vise à faire balancer, basculer certains plus de leur côté, quoi. C'est de qui cet article? C'est de Olivier Perroux. Oh, Olivier Perroux, c'est un article à charge contre la France Insoumise. Regardez comment je me transforme en journalope anti-LFI, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est un article d'Olivier Perroux. Voilà. Mais peu importe, hein, moi j'ai d'autres extraits aussi par rapport à ça, etc., etc. Voilà. Après, les journalistes au monde, journalistes qui traitent la gauche française, Olivier Perroux. Les AOU dans le chat, par contre, ça décale. Ça, je peux pas. Ça, c'était le truc le plus cringe que j'ai jamais vu de ma vie. Vers d'élite. Comment on supprime les putains de commentaires? Je supprime. Quelqu'un peut supprimer? Ah, ok. Ça, c'est non. Ah non, ça, c'est non. Ça c'est non, vous avez les feuries insoumis là, non, ça c'est non. Je suis désolé, le premier qui écrit Aou dans le chat en mode genre la meute, Aou comme ça, c'est le truc le plus cringe que j'ai jamais vu de ma vie. Je supprime vos messages, j'en ai rien à foutre. Waf waf, vous pouvez. Les Aou dans le chat, ça dégage. Je veux pas de ça chez moi. C'est non. C'est le truc le plus cringe de la Terre. Waf waf, vous avez le droit. Pas de Aou. Voilà, les emojis panards, y a pas de souci. Slop slop, on peut. Ou vous pouvez. C'est trop marrant, arrête. C'est le truc le plus cringe de la Terre. Vous trouvez ça stylé, ça? Vous trouvez ça stylé, les insoumis qui font des aou comme ça, en mode on est la meute? Vous trouvez ça stylé? Mais là c'est en pur terme esthétique, hein, je dis pas pour ce que ça représente politiquement. Hein. Vous trouvez ça stylé? Moi, je trouve que c'est d'un cringe. Ah non, je trouve que c'est d'un cringe. Oui, vous trouvez ça stylé? Ah, c'est le truc le plus cringe de la Terre. Le fait que ça te cringe, me cringe. Bon, bah écoutez, excusez-moi, hein. Réappropriation de stigmate, d'accord, mais crier Aou comme ça, c'est la manière. Non, mais on peut le faire d'une autre manière. Mais là, très précisément, je trouve que c'est cringe. Ah non, moi je peux pas. Je peux pas. Après, à l'écrit, c'est moins cringe. Mais les gens qui le font à l'oral comme ça, non, moi je peux pas. Ça vient des gilets jaunes? Mais non. Police du cringe. Mais après, c'est mon avis personnel, hein. Voilà. Mais c'est comme il y a des blagues, parfois on est en mode genre, oh, cette blague, je la trouve pas marrante, c'est aussi simple que ça, quoi. Les loups, c'est stylé. Non, mais moi, je trouve que ça fait bon. Attendez. Les loups, c'est stylé. Moi, quand vous dites, ouais. Moi, ça me fait penser à ça, vous voyez, c'est en mode genre. Non, ouais, non, il y a un truc où c'est genre, je peux pas. Moi, je vous perçois comme ça. Hein. Les insoumis qui font aou comme ça, là, je vous perçois comme ça. Hein. Je suis désolé. Je vous perçois comme ça. Moi, personnellement, je trouve ça extrêmement cringe. Mais chacun ses goûts. Hein. J'ai pas de problème avec ce que ça représente politiquement. Être en mode retournement de stigmate par rapport au fait qu'on s'est fait traiter de meute, etc., etc. Mais moi, je trouve, d'un point de vue esthétique, je peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Voilà. Après, chacun ses goûts. Hein. Bref. Oui, donc, alors, Philippe Brun observe que nanana, mes couilles, j'en ai rien à foutre. Allez, oui, ok, tes arguments, on s'en bat la race. La bataille entre les deux pôles forts de la gauche s'est poursuivie à la faveur d'un autre amendement. Voilà, c'est ça aussi dont je voulais parler. Celui-ci venu des rangs de la droite, porté par Laurent Wauquiez. Porté par Laurent Wauquiez, il visait à annuler la désindexation du barème de l'impôt sur le revenu et proposer que toutes les tranches soient indexées sur l'inflation en 2026. Donc l'inverse, le gel du barème de l'impôt sur le revenu, ou année blanche comme le proposait le gouvernement, aurait assujetti près de 200 000 Français supplémentaires à l'impôt sur le revenu. Donc en gros, ça veut dire que tu gagnes pas suffisamment d'argent pour payer l'impôt sur le revenu, parce que tu es trop pauvre pour payer l'impôt sur le revenu, sachant que 50% à peu près des Français, des ménages, ne payent pas d'impôt sur le revenu, et bah ça faisait que, avec le gel du barème, comme c'est pas ajusté sur l'inflation, vous voyez, à partir de là, on est imposable sur le revenu. Toi, tu gagnais ici. Et bah avec l'inflation, tu fais et bah bim, tu pars dans l'impôt sur le revenu. Alors que normalement, l'impôt sur le revenu est indexé sur l'inflation. Et donc, du coup, si les deux augmentent en même temps, ça fait hop, tu restes en dessous. Et bah là, ici, ça bouge plus. Et donc, hop là, tu passes juste au-dessus. En gros, c'est comme ça. Voilà.
Et donc ça aurait mis 200 000 Français, en gros, qui sont à peu près dans les 50%. On va dire les Français les plus riches parmi les 50% les plus pauvres, ça aurait été à peu près ça. Donc ça reste quand même de la classe moyenne, hein, des Français qui sont à peu près au salaire médian, qui seraient devenus assujettis à l'impôt sur le revenu, alors que là, ils ne le sont pas. Voilà. Donc ce qui permet de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'État, au prix de faire racler les classes moyennes, très clairement. Donc une mesure extrêmement impopulaire. Tous les trucs d'année blanche, c'est à peu près toujours le même principe. Et donc là, ça a été rejeté, non, plus ou moins, je sais plus. Bon, bref, à voir. Mais du coup, LFI a voté avec la droite là-dessus, et ça a été l'occasion pour le PS de chier sur LFI. C'est plus de ça dont je voulais vous parler à la base, quoi. Ça me crie quand tu dis classe moyenne. Alors oui, je devrais plutôt parler de petite bourgeoisie, parce qu'en termes marxistes, tu préfères que je le dise normalement ? La classe moyenne, ça veut rien dire. Il y a 3 types de classes. En réalité, il y a 2 types de classes parce que ça s'appelle la lutte de classe. Il y a les exploiteurs et les exploités, et la bourgeoisie et les travailleurs, qu'on peut aussi appeler prolétariat. Entre ces deux-là, il y a ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, qui parfois peut plancher plus ou moins d'un côté de la balance. Parler de classe moyenne est extrêmement dépolitisant, parce que c'est une négation qui ne dit pas son nom de la lutte des classes, qui est le moteur de l'histoire. Je sais bien, mais là je voulais parler précisément des gens qui, en termes de revenus, dans le contexte français, sont à peu près au 5e décile en termes de revenus. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'appareil de production. Quand on parle de politique fiscale, d'un truc aussi technique que le gel du barème de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation, parfois on peut utiliser des termes qui sont pas forcément des termes marxistes, parce que c'est pas une discussion marxiste. On ne parle pas de lutte des classes, on parle pas de lutte des classes, on ne parle pas de rapport à l'appareil de production quand on parle de politique fiscale. Donc là-dedans, j'aurais dû parler de 5e décile. C'est les gens qui sont à peu près au 5e décile en termes de revenus. Voilà, donc j'ai dit classe moyenne entre guillemets. Oh, allez voir des streamers qui parlent de marxisme si vous voulez parler de marxisme. Oui, parfois classe moyenne, si on parle de revenus précisément dans un cadre fiscal et qu'on prend les différents déciles, bon bah voilà, les gens qui sont à peu près au salaire des médians, on peut utiliser le terme classe moyenne entre guillemets pour parler de ça précisément. Ça veut pas dire qu'à côté, classe moyenne, c'est un terme extrêmement pertinent. C'est juste que les politiciens qui parlent de classe moyenne en permanence, il faut pas taxer les classes moyennes en permanence, etc., etc. Voilà, c'était pour dire que c'est une mesure impopulaire parce que c'était relié médiatiquement comme on veut taxer les classes moyennes, ce qui disait que c'était extrêmement impopulaire. Voilà. Oui, je suis tout ronchon aujourd'hui. Je suis tout ronchon. Je devrais juste avancer sans lire le chat. Voilà. Mais Ribot, ton chat, c'est des immenses casse-couilles en vrai. Ah ouais, tu trouves ? Aujourd'hui, ouais, mais c'est peut-être moi qui suis un peu ronchon. La classe moyenne, c'est entre le 3e et le 7e décile pour faire court. Oui, voilà, j'aurais pu dire ça. Mais effectivement, c'est un terme qui est dépolitisant. C'est un terme qui est dépolitisant de parler de classe moyenne, mais ça dépend de quoi on parle, quoi. Voilà, ça dépend de quoi on parle. On aime juste le trigger, ouais, mais ça me saoule. Ça, c'est un truc, de plus en plus, c'est un truc qui m'énerve sur Twitch, quoi. C'est espèce de petit jeu en mode le chat et les membres de la commu essayent de trigger le streamer en mode genre hihi, c'est un petit jeu entre nous. Plus ça va, plus ça me casse les couilles, je vous le dis très clairement. Ça dépend des jours, mais il y a des jours où t'es pas de bonne humeur et en fait, je trouve que ça crée des effets sur la parole politique qu'on porte qui à la fin sont nauséabonds, quoi. Sont assez nauséabonds. Et c'est qu'est-ce que je veux dire ? C'est Hasanabi qui a parlé de ça il y a pas longtemps. Hasanabi, il a parlé de ça, il s'est énervé, il était en mode je n'en peux plus de ce chat de couillons, vous me pétez les couilles. Voilà. Il a vraiment poussé une gueulante, il a vraiment poussé une immense gueulante, quoi. Bref. Donc voilà pour cette histoire d'impôt sur le revenu. Donc effectivement, il voulait geler le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui aurait pour les Français qui sont à peu près entre le 4e et 5e décile en termes de revenus, qu'on appelle souvent à tort de classe moyenne, alors que vrais marxistes n'utilisent pas le terme de classe moyenne, bah eux, ça les aurait assujettis à l'impôt sur le revenu, ce qui est une mesure très impopulaire. Voilà. Du coup, en votant avec la droite, le groupe La France Insoumise, qui avait présenté le même texte, a provoqué à son tour la colère des socialistes. Parce que c'est Laurent Wauquiez et le groupe LR qui avaient proposé cette mesure, le dégel du point d'indice. Vous m'avez compris. Ces derniers ont accusé leurs camarades entre guillemets insoumis, d'avoir fait tomber l'amendement PS qui suivait et, ce faisant, aurait protégé les plus hauts revenus. Car les socialistes proposaient, eux, de n'indexer que les premières tranches du barème de l'impôt, faisant tout de même entrer dans l'impôt les plus riches. Celui-ci avait été rejeté en commission et il n'y avait aucune raison qu'il en soit autrement en séance, se défend auprès du monde Manuel Bompard. Une autre proposition du même ordre que celle des socialistes, déposée par le député centriste de la Marne Charles de Courson du groupe Lyot, a également été victime du vote des Insoumis avec la droite. Le ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, ne s'y était pourtant pas opposée dans l'hémicycle. Cet amendement seul aurait conduit à une hausse d'impôts pour tous les ménages au-dessus de la première tranche, ce qui correspond à environ 8 millions de personnes, ce à quoi nous sommes totalement opposés, justifie encore Manuel Bompard. Bon, ce que je vous propose, c'est de regarder directement l'extrait de Manuel Bompard par rapport à ça. Directement l'attaque d'Olivier Faure sur ce sujet-là.
Et après, il y a Claire Lejeune, députée LFI, qui a justement fait un petit thread pour expliquer pourquoi, en vérité, c'était plus compliqué que ça, et que Olivier Faure qui tape sur LFI, tout ça, c'est un jeu de posture, juste pour parler de taper sur LFI, quoi. Il y a eu un épisode marquant hier à l'Assemblée, vous y étiez, pendant les débats. LFI a voté avec LR la suspension du gel du barème de l'impôt sur le revenu, alors que vous proposiez de réserver cette disposition aux moins riches, d'une certaine façon. Est-ce que vous avez été surpris par le vote LFI ? Ah mais j'étais plus que surpris, indigné. Enfin, je n'avais pas compris du tout ce que faisait LFI. Ils ont voté un amendement Wauquiez. C'est marrant, leur discours, c'est regardez, LFI, allié de la droite, LR. Oh là là. Mais en fait, moi je trouve que pour cet amendement-là, comme pour l'amendement précédent là sur le revenu universel, machin bidule, tout ça, c'est des votes d'amendement avec des espèces de trucs très très techniques. On s'en bat les couilles, ça change un peu que dalle à la fin. Ça change un peu que dalle à la fin. Et du coup, vraiment, ils sautent dessus en mode genre, oh, regardez, trahison. Oh là là. Amendement qui permet donc de dégeler le barème de l'impôt sur le revenu et donc de permettre d'obtenir des gains, enfin, ou plus exactement, alors pour les tranches les plus basses, nous étions d'accord, nous avions un amendement en ce sens et que nous avions déjà présenté en commission. Mais pour les plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu, il n'était pas illogique qu'ils payent davantage cette année que les années précédentes. Alors oui, mais pour quelle tranche, à partir de combien, à partir de quel revenu ? Et donc là, les voir adopter cet amendement Wauquiez, c'était plus qu'une surprise. Ça coûte 1,9 milliard cette histoire. Donc on se dit quand même... pourquoi vont-ils au secours des plus riches alors que... Au secours des plus riches, ça part... Bon, parce que là, ça donne vraiment l'impression... qu'ils ont voté le truc de droite alors qu'il y avait une version de gauche du même amendement qu'ils l'ont pas voté. Mais on va aller voir dans le détail en lisant le truc de Claire Lejeune. Tous, ils défendent l'idée qu'il faut 14 tranches d'impôt sur le revenu pour rendre l'impôt plus progressif. Là, il y avait un moyen de le rendre plus progressif en faisant en sorte que les premières tranches soient épargnées, mais que les plus hautes tranches soient effectivement à payer un peu plus, pas beaucoup plus, mais enfin c'était de l'ordre de 230 € par foyer fiscal et par an. Donc c'était pas... on n'avait pas... Après, faire payer les plus hautes tranches, en vrai, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, mais c'est dans quelle mesure, quoi ? Dans quelle mesure c'est... comment dire ? C'est à partir de quelle tranche, quoi ? C'est faire payer justement les classes moyennes, entre guillemets, supérieures, ou faire payer vraiment les méga riches en termes de revenus ? Je sais pas trop, quoi. Alors après, peut-être qu'il y a un tout... Ouais, non, je sais pas. Les étrangler non plus. Mais enfin, c'était un geste aussi qu'il fallait faire pour rendre l'impôt plus progressif et que ceux qui sont en haut des revenus, ben voilà. Ok, d'accord. Sur le fond de ce qu'il se dit, je vois ce qu'il veut dire. Je suis un peu d'accord sur le fond, mais justement, c'est là où on va avoir besoin d'un peu de débunkage. Parce que là, c'est pas clair. Ça suffit la malhonnêteté. C'est vrai que quand tu dis ça, t'es en mode genre, bah oui, effectivement, rendre l'impôt sur le revenu plus progressif en maintenant le gel du barème, mais uniquement pour les tranches d'impôt les plus hautes, ce qui permettrait à des riches de payer un peu plus d'impôts. En vrai, ça peut être bien. Ça peut être bien. Mais du coup, bon, voilà. Petit thread de débunkage de Claire Lejeune, je pense que ça va nous aider à comprendre. La vraie sauce, c'est que les filles ont voté le premier parce que c'était présenté dans cet ordre et ils n'étaient pas sûrs que le second serait voté. Donc ils ont préféré voter le premier pour être safe. Ouais, voilà, c'est des trucs extrêmement techniques, quoi. C'est des trucs techniques dans le cadre du débat parlementaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est instrumentalisé par le PS pour aller chier sur la France insoumise, alors que d'habitude, c'est pas trop tellement leur strat, parce qu'Olivier Faure, historiquement, a une strat un peu bêtement unioniste où ils évitaient de faire trop ça. Et justement, ils étaient en mode genre, regardez, les filles font que chier sur nous, non, je chie pas sur eux, hein, c'est vraiment des semards, hein. Mais la FI a fait de la merde un peu du coup. Alors il y a peut-être un petit peu de cafouillage aussi, hein. Mais de la même manière qu'apparemment les écologistes qui n'ont pas voté sur l'impôt sur l'impôt universel de la France insoumise, le truc dont on a parlé juste avant, c'était un peu de l'ordre du cafouillage. Donc là c'est pas impossible qu'il y ait aussi un petit peu de cafouillage du côté LFI parce que c'est plein d'amendements qui sont votés les uns après les autres à un moment donné où ils bossent 20 heures par jour, etc. Donc on peut aussi peut-être éventuellement voir, je sais pas, on va regarder. On va regarder. C'est super simple, on va regarder. Mais je veux dire, on peut même aussi voir ça, éventuellement, je suis pas sûr que ça soit vrai, mais on pourrait se dire que dans un sens comme dans l'autre, il y a eu des trucs un peu de cafouillage, mais c'est intéressant de voir qu'au premier cafouillage, directement, bim, le PS saute dessus pour dire, regardez, ce sont les alliés objectifs de la droite, je ne comprends pas. Et quand on profitait pour chier sur les LFI. Ça, c'est assez nouveau. Et ça montre bien que la ligne au sein du Parti Socialiste a changé, quoi. A changé et que Olivier Faure, qui d'habitude était en mode de genre on est au-dessus de ça, le vrai ennemi c'est l'extrême droite, il faut l'alliance la plus large possible, et bah là il chie sur LFI à la moindre occasion, au moindre cafouillage parlementaire. Mais encore une fois, je suis pas en train de dire que c'était effectivement un cafouillage, et c'est pour ça qu'on va aller lire le thread de Claire Lejeune pour mieux comprendre un peu cette histoire. Moi j'avais pas trop suivi, mais je veux dire, même si jamais il y a eu un cas de cafouillage, le constat reste le même.
le Parti socialiste, il ne le faisait pas tout à fait avant, mais là, il commence à le faire et à assumer cette stratégie-là, profite du moindre truc à propos d'un vote, d'un amendement à l'Assemblée nationale pour chier goulûment sur la France insoumise, alors qu'avant, ils étaient plus en mode « Non, on est unionistes, nous, on crache pas sur la gauche. » Voilà. Bref, donc du coup, il faudra vraiment raconter n'importe quoi sur ce vote. Donc, le gel du barème de l'impôt sur le revenu est l'une des mesures les plus indignes de ce budget. Sur le volet recettes, oui. Conséquence, 200 000 personnes deviennent imposables, 100 € de surcoût par ménage en moyenne. Alors en moyenne, faut voir... deviennent imposables. Donc ça, c'est le truc que je disais. Des gens qui étaient un tout petit peu trop pauvres pour payer l'impôt sur le revenu, et bah du coup, bim, ils se mettraient à payer l'impôt sur le revenu, et ça serait 100 € de plus d'impôt pour des gens qui gagnent peut-être 1800, 1900 € par mois, quoi. Pas plus. Donc, c'est de la merde, effectivement. Face à cela, nous avons déposé un amendement pour supprimer complètement la mesure. Ok. Nous avons aussi déposé des amendements pour réindexer seulement les premières tranches, tout comme l'ont fait d'autres groupes. Ok, donc ça, c'est le truc plus défendu par Olivier Faure dans cet extrait-là. Donc, c'est réindexer seulement les premières tranches et les tranches les plus élevées qui concernent les gens qui gagnent très bien leur vie. Et ben là, pour le coup, tu les gèles. Du coup, ça fait que certains riches vont payer un petit peu plus d'impôts. Ok. Dans l'ordre d'examen et de vote, c'est bien la suppression complète qui est étudiée avant les amendements de suppression sur les premières tranches. Que s'est-il passé en commission des finances ? Les votes, plus tôt dans la semaine, n'ont permis de réindexer que la toute première tranche. Cela signifie que la mesure tenait pour les tranches 2 et 3 qui ne correspondent pas exactement à des niveaux de revenus mirobolants. Ok. Les votes en commission ne reflètent pas systématiquement les votes qui ont lieu en séance, mais c'est souvent le cas. Donc en séance, nous avions le choix. Soit voter tout ce qui permettait de protéger les Français des classes moyennes et populaires, soit faire un parti risqué sur leur dos. Ah, ça me trigger qu'elle parle de classe moyenne, Claire Lejeune. C'est insupportable. Hein. Non, je suis désolé. Voter l'amendement de suppression complète de la mesure permettait de nous assurer que les Français imposables aux premières tranches seraient protégés. Ok. Si ce premier amendement ne passait pas, nous n'avions aucune certitude sur les autres votes. Si le scénario de la commission se répétait, c'était des millions de Français qui seraient touchés. D'accord, donc c'était pour être sûr qu'il y a un gel, au moins pour les premières tranches, quitte à ne pas pénaliser les plus riches et récupérer un peu d'argent sur les plus riches. Ok, j'ai raté le PS ? Non, on est en train d'en parler. Hugo. Nous ne jouons pas à pile ou face avec la vie des Français. Le PS passe son temps à rappeler qu'il n'y a plus de 49.3, donc que ces votes nous engagent et ont des effets concrets. Ça aurait dû leur faire une raison de voter avec nous un amendement qui permettait de garantir que le gel du barème ne s'applique à aucun Français modeste. D'accord. Nous avons voté l'amendement Wauquiez parce qu'il s'agissait du premier amendement dans l'ordre d'examen. Il était néanmoins identique à celui que nous avions déposé. Si nous ne le votions pas, et que la droite ne votait pas le nôtre, la suppression complète pouvait être repoussée et on retombait sur l'incertitude des votes sur les amendements concernant les premières tranches. Ok. Il est long ce thread. Le PS, certainement dans une volonté de détourner l'intention du fait qu'ils sont en train de négocier une partie du budget avec le gouvernement, s'est jeté sur ce vote pour essayer de faire croire que l'AFI aurait voté pour protéger les plus riches. On ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer, tant c'est ridicule. Plus ridicule encore, le député Philippe Brun qui tente d'inventer la thèse d'un deal entre Wauquiez et nous. Alors oui, ça c'est pathétique et grotesque. Ils font feu de tout bois et ils sont prêts à vraiment tout faire pour chier sur l'AFI. Et moi, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui est intéressant, parce que là-dessus, ils ont un peu changé de discours. Ce qui montre bien, c'est que, le divorce entre le PS et la France Insoumise est bel et bien consommé. Ça me paraît clair. Et pour moi, c'est vraiment le truc qu'on peut retirer de toute cette séquence. C'est ça. Voilà. Franchement, pour n'importe quel Français qui suit la vie politique, même de loin, l'idée même est risible. Tout à fait. Là où les discussions et les votes communs entre le PS et EPR sont factuels, documentés et assumés. Ok, bon, on va pas tout lire, mais ok, d'accord. Donc effectivement, tout ça, c'est pas un cafouillage, mais c'est un truc très technique sur des votes et des amendements. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est effectivement que tout ça n'est que l'occasion pour le PS, mais aussi pour la France Insoumise. La France Insoumise, dans sa grande tradition de chier sur le PS, ils continuent à chier sur le PS, ils font comme ils l'ont toujours fait, il n'y a pas de souci, mais là, le PS se met à faire presque un peu du LFI de chier sur son adversaire et sort de cette ligne et de ce discours bêtement unioniste qu'Olivier Faure tenait encore il y a quelques mois. Pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant à regarder dans cette séquence, quoi. Ok. Donc un avant-goût, tout ça c'est un avant-goût des futures hostilités entre les mêmes socialistes et insoumis autour de la taxe Zuckman, qui sera débattue durant la semaine du 27 octobre, pour l'interrogation. Alors que son adoption dans sa version originale paraît peu probable, il n'y aura pas de taxe Zuckman c'est sûr, les socialistes ont également déposé une version allégée, un impôt minimum de 3% à partir des 10 millions d'euros, excluant les entreprises familiales et les startups, pour ne pas subir l'opposition du bloc central. Donc c'est la fameuse taxe Zuckman Light, on va en parler juste après en faisant un react à Glucksmann d'ailleurs, à Zuckman, on va en parler.
Si les Insoumis voient une trahison du PS, M. Bompard a malgré tout fait savoir sur Public Sénat qu'il pourrait la voter in fine. Alors dans tous les cas, ça reste de la taxation des riches, cette taxe Zuckman Light. C'est une trahison, enfin c'est une trahison par rapport à même Raphaël Glucksmann qui dit que cette taxe c'est de la merde. C'est pas une taxe Zuckman en gros. C'est un peu comme rétablir l'ISF. Ça serait un peu comme rétablir l'ISF. Alors même que la taxe Zuckman avait justement pour objectif de faire ce que l'ISF ne parvenait pas à faire, c'est-à-dire aller chercher les très 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 hauts revenus. Précisément quoi. Donc là ça serait un peu comme rétablir l'ISF. Bon alors pour la taxe Zuckman on va en parler juste après, mais voilà. Bon bah en conclusion, bien de la merde ces discussions budgétaires. Moi ça me pète les couilles. Je pensais qu'on aurait une censure, je pensais qu'on aurait une dissolution. Là on aurait parlé politique, ça aurait été autre chose que aller regarder vraiment en détail des amendements techniques, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi un petit peu le jeu, pas de posture, mais le jeu de communication qu'il y a des différents partis à l'occasion de ces amendements. Et une chose est sûre, c'est que le divorce entre LFI et le PS est bel et bien consommé. Qui, entre LFI et le PS, réussira à récupérer dans son escarcelle le groupe écologiste et le groupe PCF? LFI a l'air d'en avoir envie, en tout cas. Voilà. Le PS, la nouvelle assurance vie du macronisme. Et oui, j'en ai bien peur, Jamy. Après la nouvelle assurance vie du macronisme, le macronisme c'est bientôt fini. Donc je pense justement que le PS est en train de se dire assumer totalement son divorce total et absolu avec la France Insoumise, parce qu'il se dit que le macronisme va crever et que derrière, il aimerait bien récupérer une partie de leur électorat déçu. Donc c'est même pas en mode assurance vie du macronisme. Oui, là c'est le cas sur le cornu, mais si ce divorce entre LFI et le PS, pour moi, c'est plus le signe que le PS veut récupérer, veut manger les restes de la Macronie, plus que d'être son assurance vie. Voilà, ils se projettent déjà un petit peu en avant. Ils veulent récupérer un espace politique qui vote encore un peu Macron, qui est encore un peu macroniste sur les bords. Vous voyez ? Donc c'est même pas, ils font pas tout ça pour devenir sur le long terme l'assurance vie de la Macronie. Ils sont prêts à être l'assurance vie de la Macronie pour après aller pouvoir bouffer les restes de la Macronie. C'est plus ça. Ils aménagent bien la transition. Exactement, c'est exactement ça. C'est pas la finalité de devenir l'assurance vie du macronisme. De ronger les vieux os de Macron. Exactement. Et pour ça, s'ils doivent faire l'assurance vie de la Macronie au passage dans la séquence actuelle, ils le font. Ils le font. Voilà. Abonnez-vous pour ceux qui suivent la VOD YouTube, c'est très important, let's go! Il y a une autre VOD d'ailleurs, on va parler de la taxe Zuckman Light, donc